l'islam, hein. Vous prenez même les églises d'Afrique de l'Ouest qui sont implantées en Europe ou ailleurs, vous avez également ce phénomène-là qui apparaît. Il y a une langue qui transcende, qui est au-dessus d'autres. Alors, mais il y a plusieurs choses que vous avez évoquées dans votre exposé. Bon, comment on peut arriver jusqu'au niveau de l'identité? Est-ce que ça avantage ou ça n'avantage pas? Alors, tout ça, ce sont des choses que moi, à la lecture que je fais en tant que chercheur, je me dis, la vernacularisation de la parole biblique au sein de l'église kimbanguiste suit le même schéma que ce qu'on remarque dans les églises pentecôtistes, d'obédientes pentecôtistes qui sont installées là-bas. Il faut dire aussi que cela peut s'expliquer. Pour la plupart, ce sont des gens qui sont passés par Kinshasa ou qui ont vécu à Kinshasa et qui parlent cette langue-là, et qui se connaissent, c'est plus facile. Deuxièmement, même dans les chansons aussi, c'est le lingala qui passe le plus souvent. Deuxièmement, il y a cette question, ils sont pris au piège avec les lois sur les communautés culturelles et la charte des libertés. La charte des libertés de la province du Québec, qui permet à toutes les communautés culturelles de s'exprimer dans leur langue, d'étaler ça, etc., etc. Donc, ils sont pris dans cette dynamique-là, au point où ils négligent même, je dirais, la langue officielle de la province où ils sont majoritairement établis, qui est la province du Québec, qui est le français, et encore un peu l'anglais aussi. Alors, vernacularisation, c'est un problème qui est là, mais qui fait frein à ceux qui ne parlent pas cette langue-là. Mettons-nous dans la situation de gens, de blancs ou de Québécois qui ne parlent pas, ou de anglo-québécois qui ne parlent pas le lingala, ça bloque, et je n'en ai pas vu, je n'ai pas vu ce genre au sein de cette église, en tout cas pour les différentes visites que j'ai effectuées là-bas, je n'ai pas vu, et ça rejoint un peu la deuxième question. Voilà assez brièvement là quelques éléments que je peux vous donner par rapport à cette question de la vernacularisation de lingala comme langue de prêche biblique. Oui, alors sur la libération de l'homme noir, en fait, nous sommes dans un processus, dans une dynamique. Et ce qui est intéressant, en fait, c'est de s'intéresser à toutes les figures qui ont participé à ce processus, qui est à la fois individuel et collectif. Et Simon Kimbangu fait partie de ces personnes qui ont impulsé la libération de l'homme noir. Alors l'approche à partir de la diaspora, donc qui est la thématique en fait donc de ce panel, c'est de regarder de manière concentrique ce qui a été fait et de se rappeler que le cœur de l'homme noir, c'est l'Afrique, que le cœur de l'Afrique, d'un point de vue historique, c'est le Congo, et que le cœur du Congo, c'est Simon Kimbangu. Donc quand on s'intéresse à la diaspora, on ne peut pas ne pas s'intéresser à tout ce qui vient de l'Afrique. Donc il y a forcément des échos qui se passent entre les figures de la diaspora qu'on invoque et celles de l'Afrique. Maintenant, ce que j'essaierai de faire, c'est de faire en sorte que la figure de Simon Kimbangu soit définie selon les mêmes critères que d'autres figures de l'histoire afro-américaine qui sont beaucoup mieux connues du grand public et qui ont finalement développé les mêmes idées d'émancipation et de libération que Simon Kimbangu. Donc je pense que ce qui est intéressant en fait dans ces panels, dans cette rencontre, c'est aussi de définir donc les critères de libération. Qu'est-ce qu'on entend par libération ? Est-ce qu'on entend le fait de se libérer seul et ensuite de revenir libérer les autres? Est-ce qu'on entend par là une libération collective, une libération par rapport à l'histoire, une libération par rapport à un consensus? Il faut arriver à des médiations, il faut arriver à établir un échelonnement effectivement de toutes ces figures afin de les replacer dans une histoire qui est beaucoup plus longue et que l'on doit transmettre à la génération suivante. C'est pour cela que j'ai vraiment tenu à axer ma présentation sur la question de la diaspora afro-américaine. Bon, la première question, c'est sur le candomblé. Il y a deux mots pour désigner les religions d'origine africaine
au Brésil. Candomblé, on parle chez nous de candomblé d'origine Yoruba ou Nago et le candomblé d'origine Congo-Angola. Il y a aussi un autre mot, Makumba. Makumba est certainement d'origine africaine, d'origine bantou, qu'on trouve plutôt dans les régions centre-sud du pays, comme à Rio de Janeiro. Et on dit que la différence entre Makumba et Candomblé, que dans la Makumba circule de la magie aussi. L'origine de ce deux mots Candomblé, il y a deux spéculations. Il y a des auteurs qui disent que Candomblé serait un mot d'origine bantou. Et on trouverait un radical dans le bantou commun, Kulombo ou Kundombe, qui signifie prier, demander. Et Candomblé serait une façon portugaise de prononcer ce mot qui serait peut-être à l'origine Candombele, qui serait un mot bantou. Il y en a qui disent que c'est un mot d'origine Yoruba, Nago, qui signifie tambour. Mais les deux mots se rencontrent parce qu'il n'y a pas moyen de faire le rite religieux africain sans le tambour. C'est ça les deux spéculations que nous avons sur ces mots. Makumba, certainement, est bantou. Et le troisième mot, c'est Umbanda. Umbanda, c'est vraiment le lieu où l'on peut parler du syncrétisme. Parce que dans Umbanda, les éléments des religions africaines, les religions des éléments des religions amérindiennes et les religions du catholicisme populaire et du spiritisme se mélangent dans les cultes de Umbanda. Et le mot Umbanda serait probablement un mot d'origine bantou. C'est ça que je peux dire au sujet de la signification du mot candomblé. Il y a une autre question qui m'a été posée par le jeune kimbanguiste. Comment pour organiser un festival de l'enfant kimbanguiste? C'est une question assez difficile et la répondre, je serais une espèce de, d'impérialiste pour dire aux jeunes umbandistes ce qu'ils peuvent faire pour organiser leur festival. Mais il y a des préliminaires qu'on peut poser. D'abord, quelle est la place des enfants? Je ne sais pas s'il veut parler des enfants ou des jeunes, mais je pense qu'il s'agit plutôt des jeunes. Quelle est la place des jeunes dans l'univers umbandiste? En partant de cette question, on peut dire, s'il y a une place réservée aux jeunes dans l'univers umbandiste, comment cet univers définit les droits, les devoirs, les responsabilités de l'univers de la jeunesse umbandiste dans l'espace religieux? En fonction de la définition de leurs devoirs, de leurs responsabilités, de leurs droits, on peut dire, mais ils ont le droit, si l'espace est réservé, d'organiser leur festival en fonction de leurs nécessités. Il faudra définir quel type de festival ils voudraient organiser. C'est un festival de danse, de musique, quel est l'objectif de ce festival? Je crois que ce sont les questions préliminaires qu'on peut poser, mais il appartient aux jeunes kimbanguistes de définir, de savoir, en accord avec leurs nécessités, de savoir comment organiser leur festival.
Mais je suis en train de spéculer, mais je crois que c'est une question à laquelle personnellement, je ne me permettais pas de répondre parce que ça sera une espèce d'impérialisme adulte, hein, une espèce d'ingérence dans les problèmes des jeunes, hein, qu'eux-mêmes doivent définir leurs problèmes. Ils savent ce qu'ils veulent dans l'univers umbantiste. Si on a répondu aux questions qui ont été posées, je crois, je consulte le protocole, si on peut encore passer la parole au public. Bon, il y a encore deux doigts. En coulisses, on m'a fait savoir que le professeur Martin Kaloulambi Pongo de l'Université d'Ottawa n'a pas donné tout ce qu'il avait à donner. C'est ainsi qu'il y a d'autres personnes qui voudraient encore qu'on crève davantage le Canada kimbanguiste, quoi, parce que il semble que vous avez plus parlé de la préhistoire kimbanguiste au Canada que l'immédiateté de l'histoire au Canada. Donc, Papa Nzaki, vous avez la parole. Ma question s'adresse au professeur Martin Kaloulambi Pongo. D'abord, je voudrais dire que l'existence de la diaspora africaine, kimbanguiste en particulier, c'est une prophétie de Papa Simo Kimbangu, qui avait annoncé que les jeunes graviront les montagnes. Et l'existence de cette diaspora à l'Occident s'explique pour deux raisons. La première est de faire de l'évangélisation, c'est-à-dire gagner des âmes pour Papa Simo Kimbangu. La deuxième, c'est de fournir des efforts afin de collecter de fonds et construire Kamba, la Nouvelle Jérusalem, à l'instar de Sénégalais qui construisent Touba. Ma question au professeur Martin consiste à savoir quels sont les efforts que les kimbanguistes que vous avez rencontrés fournissent pour construire la Nouvelle Jérusalem, Kamba, à l'instar des kimbanguistes à Paris, dans une paroisse, qui ont acheté toutes ces fenêtres et ces portes que vous êtes en train de voir dans cette salle. Merci. Donc, la deuxième série de questions, c'est 3 personnes simplement. Nous passons, je m'excuse, nous passons ici au professeur Biyoya. Et puis, finalement, vous avez beaucoup parlé depuis qu'on a commencé. Nous prenons celui qui n'a pas encore parlé. Oui, papa, c'est vous la troisième personne. Et avant que le professeur ne réponde, nous allons faire une petite trêve. Et cependant, il y aura notre interprète portugais et qui viendra faire cette lecture-là. Professeur Biyoya. Merci. Moi, je m'adresse à tous les intervenants en 2 temps. Et je voudrais relayer certaines questions que j'ai entendues dans la salle autour de pourquoi de la conférence. Ma question, je la formule en ces termes. Le but ou le pourquoi de la conférence internationale scientifique est-elle de contribuer à raffermir, à fortifier la foi des kimbanguistes croyants qui nous écoutent, ou c'était, et ça devrait être, de contribuer à apporter par les kimbanguistes ou avec le kimbanguisme des solutions aux problèmes des hommes, des nations auxquels, en fait, les pratiquants kimbanguistes sont confrontés. Et je le dis pourquoi, parce que je voudrais demander pratiquement au professeur Lututula, dans quelle mesure cette conférence
et à l'avenir pourra-t-elle contribuer à la formulation à partir du kimbanguisme d'une doctrine économique qui, en fait, rendrait en fait tout son sens à la comparaison qu'on fait avec le mouride. Et je voudrais aussi particulièrement m'adresser au professeur Kabengele et à l'autre collègue qui a parlé de religions en fait nègres en Amérique. Si les religions noires ont pu servir par le passé à la résistance, à des individus pour qu'ils résistent à des contextes difficiles, la question aujourd'hui que l'on doit poser, est-ce que ces religions noires peuvent contribuer autant que le kimbanguisme à l'évolution des sociétés? Je pose cette question, pourquoi? Parce que le kimbanguisme, nous l'abordons comme une religion et on sait que dans l'étude historique des religions, le protestantisme a été à la base, par exemple, du capitalisme. On a dit ça, l'éthique protestante. On sait aussi, par exemple, le catholicisme a été à la base, en fait, d'une certaine époque de l'évolution de la société européenne. Ne serait-il pas possible que pour mieux servir les curiosités de ceux qui pensent que le kimbanguisme devrait aider le Congo et l'Afrique à être autre chose, ce que l'on pense qu'avait été en fait la prophétie du Simon, la libération, puisque la libération est un processus continu. Est-ce que nous pouvons contribuer à montrer comment on peut s'approprier du kimbanguisme pour changer le monde aujourd'hui? Maman. Merci, Monsieur le Président. Beban Sami Chumbo, professeur émérite à l'Université de Yaoundé au Cameroun. Je représente le CODESRIA. Nous sommes bien édifiés et j'aimerais d'abord remercier les organisateurs de m'avoir donné l'occasion de revenir au Congo depuis plus de 40 ans. Ancien étudiant de l'Université de Lovanium. Nous sommes bien édifiés par les présentations sur l'impact du prophète Simon Kimbangu ailleurs. Mais je crois qu'il y a une question qui s'est posée ce matin et avant-hier. L'impact du prophète pour le Congo, pour l'avenir du Congo, pour le devenir du Congo. Le professeur Ndayuel a insisté là-dessus l'autre jour, le professeur Lutala également, avant-hier et aujourd'hui. Mais nous nous souvenons également de cette dame de la Zambie qui s'est acharnée et s'est posé la question de savoir pourquoi on veut cantonner le prophète au Congo et son impact au Congo, alors que chez elle, en Zambie, son impact est déjà très sûr. D'après elle, il serait question d'examiner plutôt l'universalité de l'impact du prophète. Moi, je pense que nous pouvons concilier de deux approches qui ne sont pas mutuellement exclusives, à mon avis, dans la mesure où nous nous souvenons que le Christ avait demandé à ses disciples de commencer l'évangile d'abord à Jérusalem, c'est-à-dire chez eux, ensuite aller un peu partout dans le monde. Je crois qu'il est légitime de s'interroger sur l'avenir du Congo par rapport à la pensée kimbanguiste, ce qu'il apporte pour le devenir politique et social. Pourvu qu'on ne s'arrête pas là, il faudrait également examiner son impact partout ailleurs et nous basant sur ce que nous avons entendu ce matin par rapport à ce qui se passe au Brésil, au Canada, et je crois que cet après-midi, nous aurons encore l'occasion de savoir que le kimbanguisme est manifesté également en France. Je vous remercie. Voilà. Bientôt là, ça sera la pause. Je sollicite votre compréhension parce que nous sommes tenus par le temps. Alors, si nous allons accorder à tout le monde la parole, ça sera un peu difficile. Et que l'ami qui m'a envoyé une note menaçante
Et je pense que ce n'est pas commode dans une conférence internationale. Il y a, je pense que c'est un problème d'habitude. Habituons-nous. Merci. Bon, notre ami va lire le message qui vient de l'Angola. Venez. Je vais accorder la dernière question à Maître Montana. Et puis, nous allons passer la parole au professeur pour répondre et ça sera la pause. Je vais procéder à la lecture d'un message qui a été envoyé par le docteur, son Excellence Dr Pombolo, qui est le gouverneur de la province de Uige en Angola. République de l'Angola, ministère de l'administration du territoire, gouvernement provincial de la province de Uige. À son éminence, Simon Kimbangu Kiangani, représentant légal et chef spirituel de l'église kimbanguiste. À leurs excellences, membres du comité organisateur de la conférence internationale sur Papa Simon Kimbangu. Aux distingués membres de l'université Simon Kimbangu, à tout le peuple congolais et à tous les chers invités. Au nom de la province de Uige, le peuple de cette même province et en mon nom propre, nous adressons nos profondes et cordiales salutations avec la certitude que l'événement qui est organisé arrivera à bon port et recueillera d'excellents fruits, puisque cela n'est autre chose que la volonté du Dieu suprême. Ce gouvernement se félicite pour la réalisation de ce grandissime événement, non seulement par le fait d'être le premier événement du genre en Afrique noire, mais surtout et aussi parce qu'il vise au relancement du kimbanguisme dans le monde entier. Une fois que nous nous rappellerons de cette éminente figure nationale africaine de la première moitié du siècle XX, avec la façon pour laquelle cette éminente figure a lutté pour des causes justes en faveur des Noirs africains. La dimension religieuse, historique et politique de cette personnalité emblématique s'avère être extrêmement importante pour l'Afrique. Notre gratitude s'étend également à l'organisation de ce magnifique événement. Pour nous, et certainement l'invitation pour notre participation nous est parvenue et nous vous en sommes extrêmement reconnaissants. Le peuple de la province de Uige félicite l'initiative du gouvernement congolais et de l'église kimbanguiste pour l'organisation et que malgré la distance, sur un plan spirituel, nous ne sommes pas distants. Et à notre façon, malgré que nous ne soyons pas présents, nous contribuons pour le succès de cet événement et que certainement l'histoire et le peuple d'Afrique enregistreront à jamais et n'oublieront jamais.
Malheureusement, pour des raisons de calendrier, il ne m'a pas été possible d'être présent. Mais toutefois, j'ai mandaté une équipe de hauts fonctionnaires de la province constituée par l'accesseur pour les affaires sociales et le directeur de la province en charge de la culture pour me représenter, dans la certitude que tout courra pour le mieux et pour le grand succès et le rayonnement, encore une fois, de ce magnifique événement. Le fait que Papa Simon Kimbangu soit justement né dans une phase où les impérialistes intensifiaient et concluaient l'occupation des domaines coloniaux en Afrique, c'est-à-dire en 1887, le fait que Papa Simon Kimbangu soit justement né 2 ans après cette fameuse conférence de Berlin indique clairement le fait que Dieu envoie un homme à une époque la plus critique pour le représenter. À cette époque, il n'y avait pas de doute. Le prophète Papa Simon Kimbangu a émergé et sa mission constituait justement en la libération du Nord